Je garde ça pour une autre fois. On se fera un top 3 des plus beaux game winners, t'inquiète. Pas aujourd'hui, frérot. Garde-en. Vas-y, mon gars, on passe au dernier sujet, mon frérot. On passe à la draft. On remercie effectivement d'avoir les viewers effectivement, qui nous regardent et qui nous posent des questions. Le live est assez mouvementé, assez chaud. Là, il y a pas mal de questions qui tombent. On va tenter d'y répondre plus tard. On parle d'Anthony Edwards, annoncé comme le futur numéro 1 de la draft 2020. Draft d'ailleurs qui aura lieu dans quelques jours, quelques semaines. Je crois que c'est le 18 novembre qu'elle aura Ouais, lieu. le 18, ouais. Le 18 18. de manière virtuelle. Thibaudot, d'ailleurs, entre toi et moi, private jokes, j'espère que tu as kiffé la transition. De nombreux analystes NBA, effectivement, voient l'arrière meneur, l'arrière tout court, Anthony Edwards, rejoindre les Timberwolves avec Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell. Je voudrais que tu me parles rapidement de ce joueur. Qu'est-ce qui t'évoque, qu'est-ce qui t'inspire en termes de profil, en termes de caractéristiques physiques et techniques? Spectaculaire, hein. Spectaculaire, je pense que c'est le premier mot qui peut venir à l'esprit quand on a la chance de voir des images de joueurs là. Gros scoreur, grosse qualité athlétique, poseur de dunk, notamment un joueur qui se crée son shoot. C'est pas forcément un énorme catch and shooter, mais c'est un joueur qui peut se créer son shoot, qui aussi il a 19 points en université, avec des pourcentages respectables. Donc, ouais, gros scoreur, visage de son université. Vraiment, c'était l'homme à tout faire de son université, notamment sur le plan scoring. C'est lui qui s'occupait de tout. Donc, ouais, showman, spectaculaire quand même. Ouais. C'est bien que tu parles justement un peu de ce qu'il a fait en universitaire, comme je l'ai mis tout à l'heure, je vais vous le remettre rapidement. C'est un enfant d'Atlanta. Atlanta, c'est dans l'État de la Géorgie, un État donc américain, un État du sud-ouest, si je ne m'abuse, l'État des Prairies, effectivement. Et donc, c'est un enfant de là-bas. Il a fait son école primaire, il a fait son lycée, il a fait son université. Il a commencé par du football américain. C'est pas un basketteur de base, c'est quelqu'un qui a commencé par du football américain dès son plus jeune âge et qui était considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de sa catégorie. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il a joué plusieurs postes. Il a joué quarterback, il a joué running back et il a joué cornerback. Donc trois postes différents au football américain qui demandent des compétences assez différentes. Et puis c'est à partir de 14-15 ans, en voyant ses frères et cousins jouer au basket, qu'il a décidé de se mettre à la Spalding et de commencer. Et c'est vrai que lorsqu'il a commencé, il avait déjà les compétences athlétiques de par le football américain, mais il n'avait pas ce shoot. Shoot qui reste aujourd'hui quand même l'une de ses faiblesses. C'est pas un joueur qui a un gros shoot, que ce soit à 3 ou même au mid-range. C'est même pas un très bon joueur d'ailleurs au lancer franc pour son poste. Est-ce que tu as un mot, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Ouais, bah écoute, il est plus axé sur la pénétration, même s'il est capable de shooter. Alors là, il y a une légère inversion, mon ref, sur 29 field goals. Donc c'est 40% en field goals et 29% à 3 points. T'inquiète Ouais, pas, merci. c'est rien. Il n'y a Merci. rien. Il n'y a rien. Donc ouais, un joueur qui est beaucoup plus à l'aise en pénétration de par ses qualités athlétiques. Après, au niveau du shoot, c'est encore un peu alternatif. On peut comprendre, hein, c'est pas forcément un sport qu'il pratique depuis notamment longtemps. Je crois qu'il a commencé à quel âge? À 15-16 ans, c'est ça? Ouais, à 14-15 ans, ouais. 14-15 ans, bah, un peu comme Joel Embiid. Joel Ouais, c'est Embiid, ça. c'est quelqu'un qui commence tardivement et tout, et tu vois. Ouais, qui se met au basket et au final, les mecs ont quand même des super qualités athlétiques pour s'y mettre. Donc, il a régné sur l'université en termes de scoring. On le voit comme le prospect numéro 1 du pays, à tort ou à raison, aux Timberwolves notamment. C'est là où on va essayer de se pencher là-dessus, frérot. Et pardonnez-moi, non, Géorgie, c'est pas, je vous ai dit au sud-est, non, c'est pas dans le sud-ouest, c'est pas dans le sud-ouest, c'est dans le sud-est de mémoire. Mais de toute façon, effectivement, allez voir vos livres de géographie, pas la peine de me poser des questions, effectivement sur le live. Je ne suis pas géographe. Oui, Poto, il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites avec le jeune Anthony Edwards. On a parlé de D-Wade. Est-ce que tu penses que la comparaison est pertinente de comparer justement Anthony Edwards au Hall of Famer, au tout nouveau, au futur Hall of Famer D-Wade? Ouais, il y a des similitudes dans le jeu. De D'accord? par notamment en fait, la première chose qui frappe tout de suite avec Dwayne Wade, c'est le manque de shoot qu'a Anthony Edwards au jour d'aujourd'hui. Quand tu sais que en fait la NBA, le basket actuellement, notamment de par l'influence de joueurs comme Curry, c'est le 3 points avant tout.
Et là, tu vois en fait un mec qui domine et qui n'a pas forcément cette aisance là à 3 points qu'on attend, parce que les standings sont très élevés maintenant pour les joueurs NBA à 3 points. Et donc, c'est vraiment la similitude, c'est que le mec domine en pénétration et il a de grosses qualités athlétiques pour le faire. Donc, ouais, il y a un petit côté de Dwayne Wade là-dedans. Ouais. Mais Puis, en plus de ça, il est capable de se créer son shoot ouais. à 2 points. Et ce que faisait Dwayne Wade aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a des similitudes physiques. 1,93, 102 kilos, c'est clairement les dimensions qu'avait un D-Wade à son prime. Il y a aussi effectivement cette capacité, comme tu le dis, à créer son propre shoot, à scorer dans le trafic. Mais peut-il performer dans la ligue d'aujourd'hui où finalement le jeu en isolation n'est plus forcément le plus prisé, où le jeu va beaucoup plus vite en transition, où les possessions sont beaucoup plus rapides, où le shoot à 3 a beaucoup plus d'importance? Est-ce que Anthony Edwards peut justement rayonner avec un style de jeu à la D-Wade aujourd'hui? Ah, il va avoir sa place. Il va avoir sa place, je m'en fais pas pour lui, parce que les scoreurs comme lui, ça reste quand même quelque chose de très recherché. C'est clair que le shoot à 3 va falloir le bosser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'avoir des pourcentages comme il a actuellement, surtout que la ligne se recule en NBA, donc ça va être une difficulté de plus pour ce joueur. Donc 29% à 3 points, c'est pas des standards qu'il pourra avoir s'il veut vraiment être un joueur dominant, un des meilleurs arrières de la ligue, tout simplement, parce que si on parle de Dwayne Wade, là on parle d'un des meilleurs arrières de l'histoire carrément. Donc là, juste un des meilleurs arrières de la ligue, tu pourras pas te permettre d'arriver avec 29% à 3 points sur toute ta carrière. Donc il va falloir avoir une progression à ce niveau-là. Mais je pense quand même qu'il aura, notamment en saison régulière, quand même, les défenses sont quand même vachement laxistes en NBA. C'est pas la folie d'aller scorer 15 points. Et je pense que de par son jeu athlétique en transition, notamment, il va s'éclater. Il va s'éclater en NBA parce qu'il y a quand même de grands boulevards. Hein. Les observateurs disent effectivement de son jeu que c'est quelqu'un qui aime dominer les joueurs effectivement qui sont souvent plus petits que lui. Parce qu'en fait, il n'est pas très grand pour un meneur. Enfin, il a taille normale, il fait un 93, mais il fait 102 kilos. C'est là où est l'avantage. C'est un arrière, ouais. Ça varie, mais son poids, il a le poids d'un arrière en fait. Enfin, c'est un arrière, excuse-moi. Il a le poids d'un Harden par exemple, Harden qui est beaucoup plus grand. Il peut avoir le poids d'un Kobe qui était beaucoup plus grand, mais il fait qu'un 93 et c'est finalement sur son physique et pas tant sur sa taille qu'il va dominer. Et les observateurs disent voilà, il n'a pas peur de dominer, il n'a pas peur justement de poster. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir un meneur finalement qui va pas vivre ou mourir par le 3, comme certains le sont aujourd'hui. En gros, quand il y a plus de shoot à 3, mais ils savent plus quoi faire. Ils savent pas driver, attaquer la raquette, être agressif. Lui, il pourra le faire, voire poster, un peu comme le faisait un Westbrook ou un D-Wade. D'ailleurs, comme tu le dis, mais Westbrook, c'est beaucoup plus contemporain, où tu vois que c'est l'un des seuls meneurs actuellement qui poste aujourd'hui et qui peut exister sans shooter à 3 en fait. Euh, on, euh, Est-ce que tu penses que son profil, le fait qu'il ait joué plusieurs sports, comme Embiid, comme Siakam, ça puisse le servir à l'avenir, dans sa progression? Quand tu sais, par exemple, que Siakam, il le dit souvent, que le football l'a beaucoup aidé dans sa manière de jouer en transition, de courir et d'avoir ce first step hyper explosif. Ouais, bah là si tu marines sur ce terrain, forcément, le poste de running back où il a excellé, notamment au football américain, clairement, ça va l'aider. Ça va l'aider à fond parce que le jeu de transition, c'est vraiment avoir une grosse course et c'est un gros coureur, ce mec-là. De par sa qualité athlétique, c'est un gros coureur naturel et le poste de running back, c'est une explosivité qu'on te demande. Donc là, oui, en jeu en transition, ça va l'aider forcément. Est-ce qu'il y a quelque part d'autre où tu voudrais m'emmener par rapport à son passif de joueur de football américain, frérot? Oh, arrête, Otto. Non, mais parce que Thibaudot, on a eu cette discussion, on se souvient il y a quelques temps avec Thibaudot pendant 1h30 où Thibaudot me disait que non, ce Très mec-là, animé. très animé. Oui, il m'expliquait, mais et je peux le comprendre que quand tu vois ce gabarit-là, 1,93, 102 kilos, tu t'attends à ce que ce mec-là défende, soit un excellent défenseur, et pourtant, les scouts, dans leur rapport, disent que non, c'est pas un bon défenseur, c'est un mec qui est distrait, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué sur le plan défensif. Alors, comment tu m'expliques ça? Comment tu m'expliques ce décalage entre un joueur de NFL qui était considéré comme l'un des plus agressifs? D'ailleurs, son surnom, c'est The Ain't Man, quelqu'un qui clairement fait chier les adversaires, ne lâche rien, et pourtant, lorsqu'il a fait cette seule et unique année en universitaire, bah, sur le plan défensif, c'était clairement journée porte ouverte. Ouais, ouais, bah, enfin, journée porte ouverte, faut peut-être pas Oui, pousser. mais en tout cas, Il, il était pas bon. le Il ça. était pas bon en défense sur l'homme. Ouais, Ça, c'est un point qu'on peut lui mettre. Et c'est plus en fait par suffisance, par égarement. Et en fait, tu vois qu'il a poussé son jeu sur l'attaque, mais qu'en défense, c'était pas sa priorité. Et la seule chose qu'il voulait faire en défense, c'était faire le show, enfin faire l'interception, faire la stat en fait. ouais. Et c'est un joueur qui est plus spectaculaire qu'autre chose en défense à l'heure actuelle.
Moi, ça me dérange beaucoup parce qu'avec les qualités athlétiques qu'il a, c'est quelque chose que tu peux pas te permettre, je pense. Et notamment en NBA, on va lui demander tout de suite, en fait, avec le gabarit qu'il a, de défendre. Tu vois, je vois pas ce mec-là être un point en défense. C'est impossible. Donc ouais, ça me dérange beaucoup ce côté-là qu'il a suffisant en défense. Après, c'est un jeune joueur. C'est pas forcément ce qui attire le plus les jeunes joueurs, la défense. Ok, je le Ouais, concède. Mais ouais, quand tu sais qu'il a joué à un poste défensif en football américain, ouais. c'est gênant de voir qu'il n'a pas forcément ce côté-là dur, mindset en mode porté vers la défense et que ça soit une des qualités premières de son jeu. Ouais. Ouais. Parce que là, toi, tu parles effectivement de l'état d'esprit qui est très important, mais tu parles aussi de son poste. Il a joué cornerback. Cornerback, c'est un poste défensif en football américain et notamment en NFL. Et ça demande de l'anticipation, ça demande de l'explosivité, ça demande du physique. Donc, il a tout à sa disposition. Il a tout, ça bug. Il a tout à sa disposition pour faire du sale, en fait. Et il ne le fait pas. Et moi, j'ai une explication. Elle peut être fondée ou pas fondée, mais j'ai discuté avec des parents qui vont bientôt envoyer leur enfant à la draft. Vous les rencontrerez, on fera des interviews avec eux, c'est notamment des basketteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Canada. Et tous me disent qu'aujourd'hui, la draft, ce n'est pas seulement des stats offensives ou défensives, ce n'est plus seulement du scoring ou des blocs, mais c'est aussi de la communication. C'est aussi savoir se vendre. Un joueur universitaire qui veut rentrer à la draft, c'est un produit marketing, il doit savoir se vendre. Hashtag Lonzo Ball avec son père Lavar, qui est parvenu justement à faire de son fils le numéro 2 de la draft il y a quelques années, alors que finalement, quand tu regardes bien, ce n'était pas forcément là où il devait être. Et aujourd'hui, est-ce que peut-être Anthony Edwards n'a pas cherché justement à faire les highlights pour à chaque fois, chaque semaine, faire la une des journaux, sachant qu'au départ, il partait de loin. Hein. Il partait de loin dans les prospects. Il était dans le top 30. Il n'était pas numéro 1 au départ. Donc, il a dû finalement se faire un chemin. Et est-ce que c'est pas lié à ça? Justement, faire des highlights pour remonter dans le classement et arriver numéro 1 de la draft. Est-ce que tu penses que c'est plausible? Ouais. Ça s'entend, en effet, ça s'entend, mais pour moi, être un défenseur, en fait, c'est au-delà de ça. C'est vraiment quand je parle de défenseur, c'est des mecs, ils ont ça d'ancré dans leur ADN. Et je pense notamment à un mec qui lui correspond pas mal en termes de profil, Ouais, c'est Marcus Smart. tu m'as devancé là. Tu m'as dit, maintenant, c'est toi qui fais l'émission maintenant. Les mecs, le mec, il a fait ça. Y est, en gros, on travaille chez nous, on fait des essais. Mec, on fait des essais nucléaires chez nous, frérot. On prend le temps. Laisse-moi le floor, frérot. Laisse-moi le floor. Non, je déconne. Tu voulais en parler après, frérot? Oh, non, non, vas-y, c'est bon, t'as taquiné, mais vas-y, poto. Vas-y, t'es chaud bouillant, Non, vas-y. non, je pense à Marcus Smart parce que profil vraiment qui coïncide. Ouais, 1m91, 100 kg, Marcus Smart, donc on est vraiment sur le même profil. bien sûr. Arrière athlétique, qui a été vachement similaire en termes de stats, en fait, à Anthony Edwards en université. Marcus Smart, alors là, je m'excuse, je vais un peu lire les stats. 18 points, à 42% au shoot, Ouais, à 29% à 3 points. Donc, c'est vraiment similaire. Et derrière, c'était 6 rebonds, 5 passes D. Donc là, il est au-dessus d'Anthony Edwards, notamment à la passe décisive. On n'a pas évoqué ce point-là, mais on pourrait y revenir plus tard sur son jeu de création. ah, ce turnover, Et, ouais. et 3 interceptions, Marcus Smart. Donc Ouais. ça date pas d'hier, frérot. Tu vois ce que je veux dire? En fait, un défenseur, c'est un défenseur depuis. Après et je m'arrêterai là parce que c'est très important. On parle que de potentiel. Il a largement le potentiel pour être un monstre défensif. À la seule différence. Mais non, mais quand tu vois Marcus Smart qui tourne depuis l'université à 3 interceptions, Ouais, ouais. c'est pas pour rien en fait que le mec est un bon défenseur au jour d'aujourd'hui. Après, il y a une marge de progression pour Anthony Edwards, mais le laxisme comme ça, c'est quelque chose qu'il va vite falloir gommer pour être un bon arrière dans la ligue aujourd'hui. Ouais. À la seule différence que Marcus Smart n'était pas pressenti comme le top 1 de la future draft. En gros, il n'y a pas eu autant de hype autour de. Je ne dis pas qu'il y a eu de la hype autour d'Anthony Edwards, mais je pense qu'il y a eu plus sur Anthony Edwards que sur Marcus Smart, sachant qu'en plus, Anthony Edwards, je le rappelle, a rejoint Clutch Sports, l'agence de Rich Paul, qui gère également le portefeuille de LeBron. On en a d'ailleurs parlé, c'est disponible sur notre page YouTube. N'hésitez pas à aller voir et à nous donner de la force là-dessus. Tu parlais notamment de Marcus Smart comme un potentiel profil finalement d'avenir en termes de gabarit pour Anthony Edwards. Tu avais également évoqué Andrew Wiggins. Ouais. Tu penses Andrew bien. Wiggins parce que là, c'était plus pour le coup un mec avec des capacités physiques. Ouais, Alors, ils ont certes pas le même gabarit, parce que Wiggins est plus léger et plus élancé, plus grand,
Mais en termes de domination athlétique, tu l'attendais aussi et tu vois qu'au final, il ne s'est pas réalisé en tant que défenseur et que c'est quand même un de ses points faibles aujourd'hui dans son jeu, Andrew Wiggins, D'accord. notamment. Donc, ouais, j'ai évoqué la comparaison pour ça, notamment parce que Bien sûr. Edwards, ça peut certes tourner vers un Marcus Smart, mais ça peut aussi vite tourner vers un Wiggins, porter vers l'attaque. Et en fait, défensivement, tu n'as pas de fond de jeu et c'est un mec à highlights qui va caler des bâches, mais c'est pas ça être un bon défenseur dans la ligue aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux être inquiet, notamment du profil physique d'un Anthony Edwards, 1,93, ça aussi entre 1,93 et 1,94, 103 kilos. Quand tu sais que tout à l'heure on parlait de D-Wade, on sait que les problèmes de genoux, la fin de carrière de D-Wade est grandement liée justement à son physique, à l'explosivité de son jeu, de ses dunks qui ont usé les genoux. Est-ce que tu penses qu'à 19 ans, quand tu fais autant de poids et une si grande taille, ou une si petite taille plutôt, pour ce poids-là, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur sa carrière? Est-ce que tu penses que ça peut être dangereux de peser aussi lourd à un si jeune âge? Ouais, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller. Après, il y a la jurisprudence de Dwayne Wade qui va jouer pour lui, parce que de nos jours, la préparation physique, notamment en NBA, c'est quelque chose qui est au top du top. Quand tu vois LeBron James, comment il prend soin de son corps, tu sais que c'est quelque chose sur les sportifs NBA, c'est vraiment, on met l'accent là-dessus maintenant. Parce que avant tout, c'est des mecs qui rapportent des millions. Et je rater un match, c'est quelque chose qui coûte de l'argent en NBA. Donc, tu sais que la franchise va mettre en fait la franchise qui l'aura va mettre un point d'honneur à ce que le mec tourne bien physiquement. Et donc, ouais, ça va passer par un poids de forme. Il va falloir qu'ils établissent un poids de forme. Tu sais que là, actuellement, il fait plus de 100 kilos. C'est chaud. C'est chaud quand même. C'est quand même. Ouais, il y a quand même Zion aussi qu'on a vu dans ce délire-là, là, un autre fric. Bien sûr, bien sûr. Et en plus de ça, c'est marrant que tu parles de Zen parce que deux joueurs similaires, hyper explosifs, qui jouent beaucoup sur leur explosivité. Et donc, forcément, sur l'atterrissage à la réception, les genoux, ils prennent cher, quoi. Ils prennent très, très cher. Ouais. Et à seulement Ouais, 19 ans. je pense qu'il y aura un gros travail à faire là-dessus, à voir est-ce que ça passe par une réduction du poids de forme ou un peu de load management de temps en temps quand tu sens que ça commence à travailler un peu sur les genoux. On verra comment c'est réglé par la franchise et par le joueur, mais c'est quelque chose auquel il va falloir prêter attention. Ouais. Est-ce que tu penses que chez les Wolves, ils vont kiffer le low management? S'ils n'ont pas kiffé chez les Clippers, ils vont pas kiffer chez les Wolves, mon frérot. Non, c'est chaud. Un bon fit pour les Wolves. C'est ça déjà. Est-ce que selon toi, parce qu'on l'annonce finalement chez les Wolves, les Timberwolves, coachés par Ryan Sanders, les Wolves ont fini d'ailleurs, au passage, avant-dernier de la conférence Ouest l'année dernière, ils n'étaient pas conviés dans la bubble. Non, désolé, vous ne serez pas là. Et un bilan assez médiocre, hein. 19 victoires, 40 défaites, frérot. Est-ce que tu penses que les Wolves, ce sera un bon fit pour un Anthony Edwards? Alors, la question est vachement bourbier. La question est vachement bourbier parce qu'on sait que les Wolves, notamment le management, Ouais. ont de fortes attentes parce que quand tu fais venir un mec comme D'Angelo Russell pour jouer avec Karl Anthony Towns, donc deux All-Stars qui ont tous les deux connu les playoffs, tu sais que c'est pour justement aller jouer les playoffs. Et quand tu dis que l'année dernière, ils ont terminé avant-dernier à l'Ouest, alors ils n'ont pas joué la totalité de la saison Oui. avec D'Angelo Russell, loin de là. Donc Oui. là, c'est là où on va les attendre en fait. Et tu sais que pour ça, il va falloir renforcer l'effectif. Et quand tu dis que ça passe par la draft, pour moi, Anthony Edwards n'est pas un joueur qui va pouvoir les aider à aller chercher une place de playoffable à l'Ouest. Donc en ça, je dirais que c'est pas un bon fit en termes d'attente. Donc pour moi, c'est pas le joueur qui va faire qu'ils seront playoffables. Pourquoi, Poto, Mais pourquoi? Selon toi, pourquoi? parce qu'à l'heure actuelle, Anthony Edwards, c'est la tête d'affiche de son équipe. Donc, c'était vraiment le mec, l'atout numéro un de son équipe. Tout transitait autour de lui, tout simplement, dans son équipe. Là, on va lui demander de changer de rôle, donc de devenir le troisième homme, si Ouais. ce n'est plus, de son équipe. Et c'est un joueur qui n'a pas un jeu très épuré à l'heure actuelle. C'est un joueur qui part un peu dans tous les sens. Tu vois, il n'a pas des shoots, des pourcentages de shoot hyper propres. C'est pas un joueur qui excelle dans le catch and shoot. C'est même pas son point fort à l'heure actuelle. Donc je pense pas qu'il viendrait bonifier réellement cette équipe au point de lui faire passer un cap. C'est un bon joueur, ça sera un apport, ça c'est indéniable, mais ça sera sur le long terme qui viendra renforcer réellement cette équipe. S'il vient dès la saison prochaine à être drafté par les Wolves, pour moi ça passera pas un cap. Ça passera pas un cap dès la saison prochaine, ouais. Mais surtout qu'on évoquait ensemble les problèmes défensifs de la franchise. Aussi. Les problèmes défensifs de cette équipe.
notamment sur le plan individuel, où clairement, les joueurs de la franchise de Minnesota, notamment le starting five, sont classés parmi les pires concernant les joueurs sur le plan défensif. Quand tu regardes le defensive win share, en gros, le nombre de victoires qu'un joueur peut rapporter via son impact défensif, les joueurs des Timberwolves sont classés parmi les pires joueurs de la ligue. Il y en a 529, 530. Et vous regardez, hein, il y a les classements ici entre parenthèses. Ça aussi entre la 200e place et la 400e place, notamment pour Karl Anthony Towns, qui est censé être un pivot. Un autre joueur qui a un très gros gabarit et qui est encore très, très soft. On se souvient de Clint Capella qui avait graille en 2018 lors du premier tour de playoff à l'Ouest. D'Angelo Russell, qui n'est pas non plus un très gros défenseur. Tout à l'heure, on vient d'évoquer qu'Anthony Edwards avait de sérieux problèmes défensifs, alors qu'il avait lui aussi le gab. C'est sûr que même sur le plan défensif, il ne leur permettrait pas d'aller chercher cette 8e place si importante. Ouais, et en plus de ça, là, ce qui m'inquiète sur les chiffres que tu fais défiler, c'est que le meilleur en termes de classement, c'est le plus jeune joueur, c'est Jared Culver. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, très bon lien que tu fais, frérot. Jared Culver, lui aussi rookie, enfin maintenant sophomore, il va faire sa 2e saison cette année. C'est un arrière. C'est un arrière. Il a quasiment la même taille qu'Anthony Edwards. Est-ce que c'est dans l'intérêt de doubler les postes? On n'est pas au football, on double les postes. Ils vont pas jouer la Champions le mercredi, tu peux dire. De ouf, frérot. De ouf. Est-ce que c'est vraiment dans leur intérêt de doubler les postes? Jared Culver, bon, il a fait une première année plutôt convaincante du côté de Minneapolis. Est-ce que c'est dans leur intérêt de le dégager, de réintégrer un rookie, de devoir l'adapter au jeu? Est-ce que non, moi c'est vrai que je suis quand même dubitatif, raison pour laquelle toi et moi on a envisagé un éventuel trade, frérot. Et comme eux d'ailleurs, comme eux, Ouais. et, de ce qu'on peut lire dans la presse, chez nos confrères de Basket USA, de Trash Talk, ils sont dans l'éventualité, ils envisagent un trade de leur premier choix, et c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que la QV n'est pas forcément l'une des meilleures. On n'est pas sur du 2003 là, on n'est pas sur du 2014 en termes de draft. Et c'est vrai que là aujourd'hui, ils sont quand même dans la merde parce que au sein de la conférence Ouest, il n'y a personne qui va les aider. Pourquoi? Parce que tout le monde au sein de la conférence Ouest est capable d'aller jouer les playoffs cette année. À part peut-être les Spurs qui sont peut-être en reconstruction, tout le monde est susceptible d'aller chercher au moins une 8e place pour jouer les playoffs. Donc s'ils doivent faire Peut-être leurs les Kings aussi qu'on peut mettre dans ce panier-là, ouais. Ah ouais, les Kings, ah ouais, t'es quand même dur, hein. Les Kings, Buddy Hield, Bogdanovic et De'Aaron Fox, ouais, pourquoi pas. Moi, je les vois. Bah, les Kings étaient quand même dans la bubble, hein. Donc, dis-toi qu'il y avait 13 équipes dans la bubble de la conférence Ouest. Ouais, ouais. Donc, Ouais, aujourd'hui, tout le monde est susceptible d'aller la jouer. Donc, si aujourd'hui ils doivent faire leurs emplettes, c'est avec la conférence Est, mais même avec la conférence Est, qu'est-ce que tu peux retirer en termes d'All-Star pour un premier tour de draft? C'est si compliqué, sachant qu'ils ont des besoins sur les ailes, selon moi. Ils ont besoin d'un ailier qui est capable d'aller défendre sur les meilleurs joueurs, Thibodeau. Dis-moi. Ouais, un poste, enfin, ouais, sur les ailes, elle et un ailier fort, c'est ce qu'il Oui. leur faut. C'est tout attitré, clairement. C'est tout Ouais. attitré. Toi, tu parlais de Jeremy Grant il y a quelque Ouais, temps. je parlais de Jeremy Grant, mais c'est par la free agency qui pourrait l'acquérir Ouais. parce il est free agent, donc c'est au-delà même du trade avec leur pick, avec leur tour de draft. Mais Ouais. ouais, Jeremy Grant, ça pourrait être un sacré atout. Après, en fait, c'est voir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur tour de draft, tout simplement. Bien sûr. Moi, clairement, j'ai envisagé, j'ai imaginé un trade. Tu vas me dire ce que tu en penses. S'il y a bien une franchise qui est au bord enfin, pas au bord de la rupture, mais qui en gros n'avance pas, stagne, malgré des participations aux playoffs, c'est bien Orlando. Orlando, en gros, ils ont drafté Aaron Gordon depuis 2014. Ils ont fait venir Evan Fournier. Ils ont fait signer un très gros contrat à Vucevic, qui va expirer, je crois, en 2022-2023. Et en gros, ils n'ont aucune chance d'aller chercher, je pense, ne serait-ce même qu'une demi-finale de conférence. Ne serait-ce même qu'une demi-finale de conférence. Et pourtant, ils ont Ouais. des gros salaires, notamment Aaron Gordon, qui leur coûte environ 18 à 19 millions de dollars. C'est un bon joueur, qui a encore une très grosse marge de progression, qui offensivement a un plafond de verre, mais qui défensivement, vu sa taille, vu son envergure, peut gêner des ailiers adverses de type Jason Tatum, LeBron, Kevin Durant, Kawhi, Jimmy Butler. Il peut les déranger. Je pense qu'il pourrait aider effectivement cette franchise des Timberwolves. Et je pense qu'il pourrait très bien être intégré dans un trade où on enverrait Anthony Edwards à Orlando avec Aaron Gordon dans le package, plus Mobamba qui clairement est barré par Niko Vucevic dans la raquette, plus Markel Fultz à qui il reste, je crois, 1 an de contrat et qui n'est pas forcément un potentiel certain. On connaît ses problématiques au niveau du shoot. Et on sait également
que les Timberwolves ont besoin d'un meneur remplaçant qui pourrait soulager D'Angelo Russell à la main. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ouais, pour ton montage financier aussi, il faut rappeler que tu as envoyé James Johnson Oui, à Orlando bien pour vu, frère. l'égalisation des salaires. Bien vu, frérot. Mais écoute, franchement, je dis pas que l'idée du trade est mauvaise, loin de là, parce que quand tu sais qu'Orlando, comme tu l'as dit, ça n'avance pas, donc il pourrait être séduit par un profil à la Anthony Edwards qui redeviendrait en fait le visage d'une franchise, parce que actuellement, c'est un peu la question, c'est que qui est le visage de la franchise? C'est réellement Vucevic quand ça compte, mais Ouais. Vucevic, c'est pas sexy. C'est C'est pas pas sexy. sexy, donc Européen. avoir un mec c'est ça, qu'avoir un mec comme Anthony Edwards, en fait, qui a un arrière explosif, américain, top prospect, ça redonnerait une dynamique à la franchise. Donc ça, énorme apport pour Orlando. Après, c'est du côté de la réception que là, ça va être compliqué parce que Gordon, Mobamba et Markel Fultz, est-ce que ça fait passer ce fameux cap à Minnesota? Ouais. C'est à 35, hein, c'est à peu près du 35 millions. Après, ce qui peut être avantageux pour les Wolves, c'est qu'en fait, Markel Fultz, c'est sa dernière année de contrat, après les free agents. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que, en fait, ils y gagnent plus par rapport au côté playoffable, en fait? Est-ce que ça fait avancer le délire dans le délire? Est-ce qu'on est playoffable avec ces joueurs-là? Tu vois, c'est ça la vraie question. Et pourtant, l'idée du trade est bonne, en fait. Moi aussi, j'ai essayé de faire un trade potentiel, mais dans le visage actuel de la NBA, le paysage actuel, j'ai du mal à me dire qu'ils auront mieux qu'Anthony Edwards. Et donc, mon constat, c'est que les Timberwolves doivent le drafter et ne seront pas playoffables, mais pour moi, il n'y a pas d'éventualité où les mecs seront playoffables grâce à un trade. Ouais. Après, c'est le trio Aaron Gordon, DeAngelo Russell, Karl Anthony Towns, c'est complémentaire. T'as un big man, t'as un playmaker et t'as en gros un joueur, lui aussi, hein, highlight d'ailleurs Aaron Gordon, parce que quand tu vois son profil, quand tu vois son physique, alors oui, il y a les concours de dunk, mais il aurait pu avoir un avenir à la Blake Griffin, alors que Blake Griffin lui-même n'a pas maximisé son potentiel, tu vois, mais là pour l'instant, tu as l'impression qu'il stagne. Est-ce que Ryan Saunders, c'est le coach qui peut lui permettre justement de passer un cap? Ça aussi, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Je te rejoins là-dessus. Parce qu'il y a le joueur, il y a ses qualités, mais il y a aussi la capacité d'un coaching staff à faire progresser un joueur. Et ça, c'est pas sûr.